Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Histoire de tous les jours, votre chaîne dédiée aux récits de vie qui touchent le cœur et réveillent les émotions. Si vous aimez les histoires vraies, pleines de drames, de secrets et de moments de courage, vous êtes au bon endroit. Alors, avant de plonger dans cette nouvelle histoire, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces récits qui résonnent avec vous. Merci d'être là, et maintenant, commençons. Je m'appelle Claire, j'ai 42 ans, et si vous m'aviez rencontrée il y a quelques mois, vous auriez peut-être pensé que ma vie était parfaite. Une grande maison bourgeoise en banlieue parisienne, un mari prospère, 2 enfants merveilleux. Sur le papier, tout semblait idéal. Mais sous la surface, il y avait des fissures, des silences, des regards qui en disaient plus que les mots. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment ma vie a basculé, comment une simple réunion familiale a tout changé, et comment j'ai découvert des vérités que je n'étais pas prête à entendre. Je me souviens encore du jour où tout a commencé. C'était un vendredi soir, à la fin de l'automne. Les feuilles mortes tapissaient le jardin, et l'air frais s'infiltrait par les fenêtres mal fermées de notre maison. Cette maison, c'était le rêve d'Antoine, mon mari. Une bâtisse ancienne, avec des plafonds hauts, des moulures élégantes et un grand escalier en bois qui grinçait sous les pas. Antoine disait toujours qu'elle représentait notre réussite, mais pour moi, elle était devenue un lieu où je me sentais parfois étrangère. Trop grande, trop froide, trop pleine de secrets. Antoine, c'est l'homme que j'ai épousé il y a 20 ans. À l'époque, il était un jeune entrepreneur ambitieux, avec des rêves plus grands que lui. Moi, j'étais une étudiante en histoire de l'art, passionnée par la restauration de tableaux anciens. On s'est rencontrés par hasard, dans une petite librairie du quartier latin. Il cherchait un livre sur l'architecture, et moi, je feuilletais un ouvrage sur les impressionnistes. Il m'a souri, et ce sourire, il m'a fait oublier tout le reste. On a parlé pendant des heures, et 3 ans plus tard, on se mariait dans une petite église de campagne, sous les regards émus de nos familles. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Antoine s'est plongé dans son entreprise, une société de conseil financier qui a décollé plus vite qu'on ne l'aurait cru. Il passait des semaines en voyage, revenait fatigué, distant. Je me disais que c'était normal, qu'un homme comme lui avait besoin de cet espace pour briller. Mais au fond, je sentais qu'il m'échappait. Ses silences me pesaient, ses regards évitaient les miens. Et puis, il y avait Marguerite, sa mère, qui vivait avec nous. Marguerite. Comment vous décrire cette femme ? À 70 ans, elle avait l'allure d'une reine, toujours impeccablement vêtue, avec des manières qui imposaient le respect. Mais elle avait aussi une froideur qui me glaçait. Depuis le début, j'avais l'impression qu'elle ne m'acceptait pas vraiment. « Tu n'es pas de notre monde », m'avait-elle dit un jour, en plaisantant à moitié. Je souriais, je faisais bonne figure, mais ces mots restaient gravés en moi. Elle passait ses journées à gérer la maison, à donner des ordres aux domestiques, à s'assurer que tout était parfait pour Antoine. Moi, j'étais reléguée au second plan, comme une invitée dans ma propre veille. Et puis, il y avait nos enfants, Louise et Thomas. Louise, ma cadette, avait 16 ans. C'était une adolescente sensible, avec des yeux qui semblaient toujours chercher des réponses. Elle adorait dessiner, et on passait des heures ensemble à parler de ses projets, de ses rêves de devenir illustratrice. Mais ces derniers temps, elle était plus renfermée, comme si quelque chose la rongeait. Thomas, lui, avait 19 ans. Il venait d'entrer à l'université, et je le voyais moins souvent. Il avait hérité du charme d'Antoine, mais aussi de son côté secret. Parfois, je surprenais des regards entre lui et son père, comme s'ils partageaient quelque chose dont j'étais exclue. Et enfin, il y avait Julien, le frère cadet d'Antoine. Julien, c'était l'opposé de son frère, chaleureux, drôle, toujours prêt à me faire sourire. Il vivait à Paris, mais passait souvent à la maison pour voir Marguerite ou discuter affaires avec Antoine. Avec moi, il était différent. Il m'écoutait, vraiment. Quand je lui confiais mes doutes sur Antoine, il me rassurait, mais il y avait toujours une ombre dans ses yeux, comme s'il savait quelque chose qu'il ne pouvait pas dire. Ce vendredi-là, j'étais dans la cuisine, en train de préparer un dîner pour la réunion familiale qu'Antoine avait organisée. Il m'avait appelé dans la matinée, d'un ton inhabituellement formel. « Claire, sois là ce soir à 20 h dans le bureau. C'est important. » Pas d'explication,
pas de détails. Juste cette phrase, prononcée avec une froideur qui m'avait fait frissonner. Le bureau d'Antoine, c'était son sanctuaire. Un lieu où il traitait ses affaires, où il recevait des clients, où je n'étais presque jamais invitée. L'idée d'y être convoquée, comme une employée, me mettait mal à l'aise. Louise était avec moi dans la cuisine, assise sur un tabouret, son carnet de croquis ouvert devant elle. Elle dessinait une silhouette, une femme aux cheveux longs, mais son crayon s'arrêtait souvent, comme si elle était distraite. Maman, pourquoi papa est si bizarre ces derniers temps, m'a-t-elle demandé, sans lever les yeux. Je me suis arrêtée, un couteau à la main, en train de couper des légumes. Oh, ma chérie, il est juste occupé. Tu sais comment il est avec son travail. Ma voix sonnait fausse, même à mes oreilles. Louise a haussé les épaules, mais je voyais bien qu'elle ne me croyait pas. Il ne me parle plus, tu sais. Avant, il me demandait toujours ce que je dessinais. Maintenant, il passe à côté de moi comme si j'étais invisible. Ces mots m'ont brisé le cœur. J'ai posé le couteau et je me suis approchée d'elle, posant une main sur son épaule. Je vais lui parler, d'accord ? On va arranger ça. Elle a hoché la tête, mais son regard restait triste. J'ai essayé de me concentrer sur le dîner, mais une boule d'angoisse grossissait dans ma poitrine. Pourquoi cette réunion ? Pourquoi Antoine était-il si distant ? Et pourquoi Marguerite, qui d'habitude évitait ces rassemblements, avait-elle insisté pour être là ? Vers 19h, Julien est arrivé. Il portait un pull bleu marine et un sourire qui, comme toujours, a un peu allégé l'atmosphère. Ça sent bon ici, Claire, a-t-il lancé en entrant dans la cuisine. Tu nous prépares un festin pour ce soir ? J'ai ri, mais c'était un rire nerveux. Juste de quoi nourrir la tribu. Tu sais quelque chose sur cette réunion ? Antoine n'a rien voulu me dire. Julien a hésité, juste une seconde, mais assez pour que je le remarque. Oh, tu connais Antoine. Toujours à faire des mystères pour des histoires de boulot. Il a changé de sujet, me demandant des nouvelles de mon dernier projet de restauration, un tableau du XVIIIe siècle que j'avais passé des semaines à nettoyer. Mais son esquive ne m'a pas échappé. À 20h précises, je me suis dirigée vers le bureau, le cœur battant. La maison était silencieuse, presque trop. Les enfants étaient déjà là, assis sur les fauteuils en cuir. Marguerite trônait sur une chaise à dossier haut, son chignon impeccable et son regard perçant fixé sur moi. Antoine se tenait derrière son bureau, les mains croisées, comme un juge prêt à rendre un verdict. Julien, lui, était près de la fenêtre, un peu à l'écart, comme s'il voulait éviter ce qui allait se passer. Merci d'être tous là, a commencé Antoine, sa voix grave et posée. Ce que j'ai à dire concerne l'avenir de notre famille. J'ai senti un frisson me parcourir. Ces mots sonnaient comme une sentence. Louise m'a jeté un regard inquiet, et j'ai essayé de lui sourire pour la rassurer, mais mes lèvres tremblaient. Thomas, lui, fixait le sol, ses mains crispées sur ses genoux. Marguerite, impassible, n'a rien dit, mais son regard ne quittait pas Antoine. Je ne savais pas encore que cette soirée allait tout changer. Que les mots d'Antoine allaient me briser, me pousser à remettre en question tout ce que je croyais savoir sur lui, sur notre mariage, sur notre famille. Je ne savais pas que, derrière la porte close de ce bureau, un secret attendait, prêt à faire voler en éclats la vie que j'avais construite pendant 20 ans. Mais je vais trop vite. Laissez-moi vous raconter, étape par étape, comment j'ai découvert la vérité. Comment j'ai survécu à la trahison, à la douleur, et comment j'ai trouvé la force de me relever. Ce soir-là, dans le bureau, j'étais encore naïve, encore pleine d'espoir. Je pensais que les choses pouvaient s'arranger, qu'Antoine allait m'expliquer, qu'on allait surmonter cette distance entre nous. Mais la vie, elle, avait d'autres plans. Je me tenais là, au seuil du bureau d'Antoine, le cœur battant à tout rompre. L'atmosphère était lourde, presque étouffante. Les rideaux épais bloquaient la lumière du soir, et seule une lampe sur le bureau d'Antoine projetait des ombres longues sur les murs. Le bois sombre du mobilier, les étagères remplies de dossiers impeccablement rangés, tout dans cette pièce semblait crier l'autorité d'Antoine. C'était son domaine, son royaume. Moi, je m'y sentais comme une intruse. Louise était assise à ma gauche, ses mains triturant nerveusement un coin de son pull. Thomas, à côté d'elle, gardait les yeux rivés au sol, ses épaules tendues.
Marguerite, droite comme une statue, occupait une chaise au centre, ses lèvres pincées en une ligne sévère. Julien, près de la fenêtre, évitait mon regard, jouant distraitement avec un stylo qu'il faisait tourner entre ses doigts. Et Antoine? Antoine se tenait derrière son bureau, les mains croisées, le visage impassible. Il portait un costume gris impeccablement coupé, comme s'il s'apprêtait à présider une réunion d'affaires plutôt qu'une discussion familiale. Merci d'être tous là, a-t-il répété, sa voix aussi froide que le marbre du sol. Ce que j'ai à dire est difficile, mais nécessaire. J'ai senti un frisson me parcourir. Ces mots étaient si formels, si dénués d'émotion. J'ai jeté un coup d'œil à Louise, espérant la rassurer d'un sourire, mais elle fixait son père, les yeux écarquillés, comme si elle pressentait quelque chose de terrible. Thomas, lui, n'a pas bougé, mais ses poings se sont serrés. Marguerite, fidèle à elle-même, n'a rien laissé paraître, mais j'ai cru voir l'ombre d'un sourire au coin de ses lèvres. Julien, lui, semblait mal à l'aise, son regard passant d'Antoine à moi, comme s'il voulait dire quelque chose mais n'osait pas. Claire, a repris Antoine, en me regardant enfin. Ses yeux, d'habitude si chaleureux, étaient durs, presque étrangers. Notre mariage est terminé. Je demande la séparation. Mon juriste t'attend demain pour régler les formalités. Le monde s'est arrêté. Ces mots ont résonné dans ma tête comme un coup de tonnerre, mais je n'arrivais pas à les comprendre. La séparation? Devant toute la famille? Je sentais les regards peser sur moi, celui de Marguerite, froid et calculateur, celui de Louise, horrifié, celui de Thomas, fuyant. Julien a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. J'ai voulu parler, protester, demander pourquoi, mais ma gorge était nouée. J'étais figée, comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. Antoine. Ai-je murmuré, ma voix tremblante. Comment peux-tu me faire ça devant tout le monde? Il n'a pas répondu tout de suite. Il a baissé les yeux, comme s'il cherchait ses mots, puis il a dit, d'un ton presque mécanique, c'est mieux ainsi, Claire. Pour tout le monde. Mieux? Ma voix s'est brisée. Mieux pour qui? Pour toi? Pour elle? J'ai pointé Marguerite du menton, incapable de retenir ma colère. C'est ça que tu veux, me humilier devant ta mère, devant nos enfants? Louise a laissé échapper un sanglot. Papa, non. A-t-elle murmuré, les larmes roulant sur ses joues. Elle s'est levée d'un bond, prête à quitter la pièce, mais je l'ai retenue doucement par le bras. Reste, ma chérie, ai-je dit, même si je sentais mes propres larmes monter. On va comprendre. On va. Mais je n'avais aucune idée de ce qu'on allait faire. Thomas, toujours silencieux, a enfin relevé la tête. Ses yeux brillaient de colère, mais il ne regardait pas Antoine. Il me regardait, moi, comme si j'étais coupable de quelque chose. Cette douleur dans son regard m'a transpercé. Marguerite a pris la parole, sa voix tranchante comme une lame. Claire, ne fais pas de scène. Antoine a pris sa décision. Tu devrais respecter cela. Respecter? J'ai presque crié. Respecter quoi? 20 ans de mariage jetés comme ça, sans explication? Devant vous tous? Julien s'est avancé, posant une main sur mon épaule. Claire, calme-toi. On va parler, d'accord? Sa voix était douce, mais il y avait une urgence dans son ton, comme s'il voulait m'éloigner de cette pièce avant que les choses n'empirent. Antoine a levé une main pour couper court. Ça suffit. Claire, tu verras le juriste demain. Il t'expliquera tout. Puis, se tournant vers les autres, la réunion est terminée. Louise s'est effondrée en pleurs, courant hors de la pièce. Thomas l'a suivie sans un mot. Marguerite s'est levée avec une dignité glaciale, lançant un dernier regard méprisant dans ma direction avant de sortir. Julien m'a serré brièvement dans ses bras, murmurant « Je suis désolé, Claire. On parlera plus tard. » Et puis, je me suis retrouvée seule avec Antoine. La porte du bureau s'est refermée, et le silence était assourdissant. J'ai attendu qu'il dise quelque chose, n'importe quoi, une explication, une excuse. Mais il s'est contenté de ranger des papiers sur son bureau, comme si ce qu'il venait de faire n'était qu'une formalité administrative.
Antoine, parle-moi, ai-je supplié, ma voix tremblante. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il a soupiré, passant une main dans ses cheveux. Pour la première fois, j'ai vu une fissure dans son masque impassible. Ce n'est pas toi, Claire. C'est compliqué. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre maintenant. Des choses? Ma voix s'est durcie. Quelle sorte de choses? Une autre femme? Des dettes? Quoi, Antoine? Il m'a regardé, et pendant un instant, j'ai cru qu'il allait tout me dire. Mais il s'est contenté de secouer la tête. Tu sauras ce que tu as besoin de savoir, en temps voulu. Va voir le juriste demain. S'il te plaît. Il a quitté la pièce, me laissant seul, entouré par les murs oppressants de son bureau. J'ai senti les larmes couler sur mes joues, mais je les ai essuyées rageusement. Je ne voulais pas m'effondrer, pas ici, pas maintenant. J'avais besoin de réponses, et si Antoine ne voulait pas me les donner, je les trouverais moi-même. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée dans le salon, un verre de vin à la main, à ressasser chaque mot, chaque regard. Louise s'était enfermée dans sa chambre, refusant de me parler. Thomas était sorti, probablement pour rejoindre des amis, comme il le faisait souvent quand il était bouleversé. Marguerite, elle, avait disparu dans ses appartements à l'étage, sans un mot de réconfort. Et Julien. Julien m'a envoyé un message au milieu de la nuit. Claire, tiens bon. Il y a plus dans cette histoire que tu ne le penses. Ce message a rallumé une étincelle en moi. Julien savait quelque chose, j'en étais sûre. Mais quoi? Pourquoi Antoine avait-il choisi de m'humilier ainsi? Et pourquoi ce juriste? Quelle formalité devais-je régler? J'ai repensé à tous les moments où Antoine avait été distant, aux appels téléphoniques qu'il prenait à voix basse, aux voyages d'affaires qui s'éternisaient. Était-ce une autre femme? Une crise financière? Ou quelque chose de plus sombre encore? Le lendemain matin, je me suis levée tôt, déterminée à obtenir des réponses. J'ai enfilé une robe sobre, celle que je portais pour mes rendez-vous professionnels, comme pour me donner du courage. Avant de partir, je suis passée voir Louise. Elle était assise sur son lit, entourée de ses dessins, les yeux rougis par les larmes. Maman, pourquoi papa fait ça? M'a-t-elle demandé, sa voix tremblante. J'ai pris sa main, cherchant les mots justes. Je ne sais pas encore, ma chérie. Mais je vais le découvrir. Je te le promets. Elle m'a serré dans ses bras, et ce geste m'a donné la force de continuer. J'ai appelé Julien pour lui demander de m'accompagner chez le juriste, mais il a hésité. Claire, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Antoine, il ne veut pas que je m'implique. Julien, s'il te plaît, l'ai-je coupé. Tu es la seule personne en qui j'ai confiance en ce moment. Il a fini par accepter, à contre-cœur. En chemin vers l'étude du juriste, il était inhabituellement silencieux. Je lui ai posé des questions, cherchant à comprendre ce qu'il me cachait. Julien, tu sais quelque chose, n'est-ce pas? Dis-moi la vérité. Il a secoué la tête, les yeux fixés sur la route. Ce n'est pas à moi de te le dire, Claire. Mais, fais attention. Cette histoire, elle va plus loin que tu ne le penses. Ces mots m'ont glacé. J'ai voulu insister, mais nous étions arrivés. L'étude du juriste était un bâtiment austère au cœur de Paris, avec une façade en pierre grise et des fenêtres étroites. En entrant, j'ai senti une boule se former dans mon estomac. J'avais l'impression de marcher vers un précipice, sans savoir ce qui m'attendait de l'autre côté. Dans le hall, une secrétaire m'a accueilli avec un sourire crispé. Madame Claire? Maître Dubois vous attend. J'ai hoché la tête, essayant de masquer ma nervosité. Julien m'a lancé un dernier regard, comme pour me dire « courage », avant de rester en arrière. J'ai poussé la porte du bureau, et c'est là que tout a basculé. En entrant, j'ai dit, d'une voix que j'espérais ferme, « Bonsoir, je me présente ». Et puis, j'ai vu leur visage. Le juriste, un homme d'une 50aine d'années, et 2 assistants à ses côtés. Ils sont devenus blêmes, comme s'ils avaient vu un fantôme. Leurs regards, remplis d'une étrange panique, m'ont figé sur place. Qu'est-ce que cela signifiait? Pourquoi réagissait-il ainsi?
Et qu'est-ce qu'Antoine voulait me cacher? Le trajet jusqu'à l'étude du juriste m'avait semblé interminable. Assise dans la voiture à côté de Julien, je regardais les rues de Paris défiler, les lumières des réverbères scintillant comme des étoiles dans la brume du matin. Mais mon esprit était ailleurs, prisonnier des mots d'Antoine, de son regard froid, de l'humiliation qui pesait encore sur moi comme une chape de plomb. Notre mariage est terminé. Ces mots tournaient en boucle dans ma tête, et chaque répétition creusait un peu plus la blessure. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Et pourquoi devant toute la famille? Julien, silencieux à mes côtés, semblait aussi tendu que moi. Ses mains serraient le volant un peu trop fort, et je sentais qu'il me cachait quelque chose. Julien, dis-moi la vérité, ai-je insisté, brisant le silence. Tu sais pourquoi Antoine fait ça, n'est-ce pas? Il a soupiré, jetant un bref coup d'œil dans ma direction avant de reporter son attention sur la route. Claire, je t'ai dit que ce n'était pas à moi de parler. Antoine, il a ses raisons. Mais fais attention. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui, ça risque de te faire mal. Ces mots m'ont glacé. J'ai voulu insister, mais nous étions déjà arrivés. L'étude de Maître Dubois se dressait devant nous, un bâtiment austère avec une façade en pierre grise qui semblait absorber la lumière. En descendant de la voiture, j'ai ressenti une boule d'angoisse dans mon estomac, comme si je m'apprêtais à franchir une porte dont je ne pourrais pas revenir. Et la secrétaire m'a accueilli avec un sourire crispé, comme si elle savait quelque chose que j'ignorais. Madame Claire? Maître Dubois vous attend. Julien a posé une main sur mon bras, un geste de réconfort, mais ses yeux trahissaient une inquiétude qu'il ne pouvait cacher. Je t'attends ici, a-t-il murmuré. J'ai hoché la tête, rassemblant tout mon courage avant de pousser la porte du bureau. En entrant, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit, d'une voix que j'espérais ferme, « Bonsoir, je me présente. Claire, l'épouse d'Antoine. » Mais avant même que je puisse finir ma phrase, j'ai vu leur visage. Maître Dubois, un homme d'une 50aine d'années avec des lunettes rondes, s'est figé. Les deux assistants à ses côtés, un homme et une femme, ont blanchi d'un coup, comme si je venais de prononcer une malédiction. Leurs regards, remplis d'une panique silencieuse, m'ont cloué sur place. Qu'est-ce que cela signifiait? Pourquoi réagissait-il ainsi? Asseyez-vous, je vous en prie, a dit Maître Dubois après un silence gêné, sa voix tremblante. Il a fait un geste vers une chaise en face de son bureau, mais ses mains tremblaient légèrement. J'ai obéi, le cœur battant, mes yeux scrutant chaque détail de la pièce, les dossiers empilés, le tapis usé, l'horloge qui tic-taquait comme un compte à rebours. L'atmosphère était oppressante, presque irréelle. Monsieur Dubois, ai-je commencé, essayant de garder mon calme, Antoine m'a dit que vous aviez des formalités à régler. Je veux comprendre ce qui se passe. Pourquoi cette séparation? Qu'est-ce qu'il me cache? Le juriste a ajusté ses lunettes, évitant mon regard. Madame, je vais vous remettre un dossier. Il contient des documents que vous devez lire. Mais je vous conseille de le faire seul, chez vous. Il a poussé vers moi une enveloppe scellée, épaisse, avec le nom d'Antoine écrit en lettres noires. J'ai froncé les sourcils, confuse. Pourquoi seul? Qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier? Il a hésité, échangeant un regard rapide avec ses assistants. Ce sont des affaires personnelles. Des dispositions qu'Antoine a prises. Vous comprendrez en lisant. Son ton était évasif, et cela ne faisait qu'attiser ma colère. Des affaires personnelles, ai-je répété, ma voix montant d'un cran. Mon mari m'annonce notre rupture devant toute la famille, me demande de venir ici sans explication, et vous me donnez une enveloppe sans rien me dire? L'assistante, une jeune femme aux cheveux tirés en chignon, a baissé les yeux, mal à l'aise. Maître Dubois a soupiré. Madame, je ne peux pas en dire plus. Lisez les documents. Si vous avez des questions, nous pourrons en discuter plus tard. J'ai pris l'enveloppe, mes mains tremblant de frustration et de peur. Je voulais crier, exiger des réponses, mais quelque chose dans leur regard, cette pâleur, cette tension m'a fait comprendre que je n'obtiendrais rien de plus ici. J'ai quitté le bureau sans un mot, l'enveloppe serrée contre ma poitrine comme une bombe prête à exploser. Et au retour chez moi, je me suis renfermée dans ma chambre, loin des regards de Marguerite et des pleurs de Louise.
J'ai ouvert l'enveloppe avec des doigts maladroits, mon cœur battant à tout rompre. À l'intérieur, il y avait des documents juridiques, des actes notariés, et une lettre manuscrite. L'écriture d'Antoine, fine et précise, m'a sauté aux yeux. La lettre était datée de 5 ans plus tôt et adressée à une certaine Élodie. Élodie, commençait-elle, je sais que ce que nous avons partagé ne pourra jamais être effacé. Mais il y a des responsabilités que je dois assumer, des choix que je ne peux plus ignorer. La maison, elle est à toi, comme promis. Je ferai ce qu'il faut pour que tu ne manques de rien. Mes mains se sont mises à trembler. Élodie? Qui était cette femme? Une maîtresse? Une amie? Pourquoi Antoine lui écrivait-il au sujet d'une maison? Les autres documents mentionnaient une propriété dans un village du sud de la France, un endroit dont je n'avais jamais entendu parler. Il y avait des titres de propriété, des contrats, et des notes sur des transferts d'argent. Tout cela semblait lié à Antoine, mais rien n'expliquait pourquoi il mettait fin à notre mariage. J'ai senti la colère monter en moi, mêlée de confusion et de douleur. J'ai repensé à tous les moments où Antoine avait été distant, aux appels qu'il prenait à voix basse, aux voyages qu'il justifiait vaguement par « des affaires ». Était-ce cette Élodie qui se cachait derrière tout ça? Était-elle la raison de cette rupture brutale? Incapable de rester immobile, j'ai décidé de fouiller dans les affaires d'Antoine. Son bureau était toujours fermé à clé, mais je savais où il cachait la clé de rechange, dans un tiroir de la commode de notre chambre. J'ai trouvé la clé, un petit objet en métal qui semblait brûler dans ma main. En ouvrant la porte du bureau, j'ai ressenti une étrange culpabilité, comme si je violais un sanctuaire. Mais j'étais trop en colère pour m'arrêter. J'ai fouillé ses tiroirs, ses dossiers, ses carnets. Rien d'évident au début, des contrats, des factures, des notes sur ses clients. Puis, dans une boîte en bois cachée sous une pile de livres, j'ai trouvé une photo. Une femme, brune, avec un sourire triste, tenant la main d'une petite fille. Au dos, une inscription, Élodie et Camille, 2003. Mon cœur s'est arrêté. Qui était-elle? Et pourquoi Antoine gardait-il cette photo? J'ai entendu des pas derrière moi. C'était Julien, qui se tenait dans l'embrasure de la porte, l'air inquiet. Claire, qu'est-ce que tu fais? A-t-il demandé, sa voix basse. Je cherche la vérité, ai-je répondu, brandissant la photo. Qui est Élodie, Julien? Et cette Camille? Dis-moi ce que tu sais. Il a pâli, comme les avocats dans l'étude. Claire, tu ne devrais pas. Ce n'est pas le moment. Pas le moment, ai-je crié, ma voix tremblant de rage. Mon mari me jette comme une vieille chaussure, et tu me dis que ce n'est pas le moment? Julien s'est approché, posant ses mains sur mes épaules. Écoute, je ne peux pas tout te dire. Pas maintenant. Mais cette photo, elle fait partie du passé d'Antoine. Un passé qu'il voulait laisser derrière lui. Un passé, ai-je répété, les larmes me montant aux yeux. Julien, s'il te plaît. J'ai besoin de savoir. Il a hésité, puis a murmuré, Élodie était importante pour lui, il y a longtemps. Mais c'est fini. Ce que tu dois savoir, c'est dans les documents que le juriste t'a donnés. Lis-les. Et après, on parlera. Il est parti avant que je puisse insister. J'étais seule, encore une fois, avec plus de questions que de réponses. J'ai décidé d'appeler Sophie, une vieille amie d'Antoine que je n'avais pas vue depuis des années. Elle avait toujours été proche de lui, et si quelqu'un savait quelque chose, c'était elle. Quand elle a décroché, sa voix était chaleureuse, mais teintée de prudence. Claire? Ça fait longtemps. Sophie, j'ai besoin de ton aide, ai-je dit sans préambule. Antoine veut divorcer. Il m'a donné des documents, une lettre adressée à une certaine Élodie. Qui est-elle? Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Puis, Sophie a murmuré, « Oh, Claire. Tu ne savais pas? La maison dans le sud, elle n'a jamais vraiment été à vous deux. Élodie, elle était là avant toi. » Mon cœur s'est serré. Avant moi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne peux pas t'en dire plus, a-t-elle répondu, sa voix tremblante. Demande à Antoine. Ou à Marguerite. Ils savent. J'ai raccroché, le souffle court. Marguerite. Bien sûr.
Elle avait toujours été au centre de tout, contrôlant, manipulant. J'ai décidé de la confronter. Je l'ai trouvée dans le salon, assise avec un livre qu'elle ne lisait pas vraiment point. « Marguerite », ai-je dit, ma voix tremblant de colère. Qui est Élodie? Et pourquoi Antoine me cache des choses? Elle m'a regardé, ses yeux froids comme de la glace. Claire, tu es naïve. Tu crois que tout est dû? Cette famille a des secrets, et tu n'as pas ta place dans tous. Pas ma place, ai-je rétorqué. J'ai donné 20 ans de ma vie à cette famille. J'ai le droit de savoir. Elle a souri, un sourire cruel. Alors va chercher tes réponses. Mais fais attention. Certaines vérités sont plus lourdes que tu ne le penses. Ce soir-là, Louise est venue me voir, les yeux rougis. Maman, c'est à cause de moi? Papa part à cause de moi? J'ai pris son visage entre mes mains, luttant pour ne pas craquer. Non, ma chérie. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est la faute de personne. Je vais trouver la vérité, je te le promets. Mais en mon fort intérieur, j'avais peur. Peur de ce que j'allais découvrir. Peur que la vérité ne soit pire que l'ignorance. L'enveloppe, la photo, les mots de Sophie, les silences de Julien, tout pointait vers un secret qu'Antoine avait enfoui, un secret qui menaçait de tout détruire. Les jours qui ont suivi ma visite chez le juriste ont été un tourbillon de confusion et de colère. L'enveloppe scellée, la lettre à Élodie, la photo trouvée dans le bureau d'Antoine, tout cela tournait en boucle dans mon esprit, comme des pièces d'un puzzle que je ne parvenais pas à assembler. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le visage blême de Maître Dubois et de ses assistants, leurs regards paniqués lorsque j'avais prononcé mon nom. Pourquoi? Qu'est-ce qu'Antoine me cachait? Et qui était cette Élodie, dont le nom semblait ouvrir une porte sur un passé que je n'avais jamais soupçonné? J'avais passé des heures à relire les documents, à scruter chaque ligne des actes notariés mentionnant cette mystérieuse propriété dans le sud de la France. Un village nommé Saint-Véran, dans le Luberon. Une maison, des terres, des transferts d'argent datant de plusieurs années. Rien de tout cela n'avait de sens. Antoine n'avait jamais mentionné cet endroit, pas une seule fois en 20 ans de mariage. Était-ce un investissement secret? Une maison pour une maîtresse? Ou quelque chose de plus sombre encore? Je savais que je ne trouverais pas de réponse en restant chez moi, entouré par les murs oppressants de cette maison où je ne me sentais plus chez moi. J'ai pris une décision radicale, j'allais me rendre à Saint-Véran. Seule. J'avais besoin de voir cette maison de mes propres yeux, de comprendre ce qu'elle représentait. J'ai appelé Julien pour lui demander s'il voulait m'accompagner, mais il a décliné, prétextant un rendez-vous urgent. Claire, sois prudente, m'a-t-il dit, sa voix teintée d'une inquiétude qui ne faisait qu'attiser mes doutes. Tu ne sais pas tout. Alors dis-moi, ai-je répliqué, exaspérée. Pourquoi tout le monde me cache quelque chose? Il a soupiré. Ce n'est pas à moi de le faire. Va à Saint-Véran. Mais, prépare-toi. Ces mots m'ont hanté pendant tout le trajet. J'ai pris un train tôt le matin, laissant un mot à Louise pour lui dire que je serais de retour dans 2 jours. Elle était encore secouée par l'annonce d'Antoine, et je ne voulais pas l'inquiéter davantage. Thomas, lui, était introuvable, probablement chez un ami, évitant la maison comme il le faisait souvent ces derniers temps. Marguerite, fidèle à elle-même, m'a ignoré lorsque je suis passé devant elle pour quitter la maison. Son silence était plus éloquent que n'importe quelle insulte. Le trajet jusqu'au Luberon m'a semblé interminable. Assise près de la fenêtre, je regardais les paysages défiler, les champs dorés, les villages perchés, les montagnes au loin. Mais mon esprit était ailleurs, ressassant les souvenirs de mon mariage. Les premières années avec Antoine, pleines de rires et de promesses. Les moments où il me prenait dans ses bras, me murmurant que nous construirions une vie parfaite ensemble. Et puis, les silences qui s'étaient installés, les absences de plus en plus fréquentes, les excuses vagues. Comment avais-je pu être si aveugle? Comment avais-je pu ignorer les fissures qui s'élargissaient sous mes yeux? Arrivé à Saint-Véran, j'ai loué une voiture et suivi les indications des documents. La propriété se trouvait à la sortie du village, une maison isolée entourée de champs de lavande fanés et de murs en pierre érodés par le temps. En approchant, j'ai senti mon cœur se serrer. La maison était ancienne, délabrée,
avec des volets à moitié décrochés et une porte d'entrée qui semblait ne pas avoir été ouverte depuis des années. Pourtant, il y avait des signes de vie, une lumière vacillante à l'intérieur, une bicyclette appuyée contre un mur, un jardin mal entretenu mais récemment arrosé. J'ai frappé à la porte, le souffle court. Après un long silence, elle s'est ouverte lentement, révélant une femme d'une soixantaine d'années, aux cheveux gris noués en un chignon lâche. Ses yeux, d'un bleu perçant, m'ont examiné avec une intensité qui m'a fait reculer d'un pas. Elle portait une robe simple, usée, mais son port était digne, presque défiant. Vous êtes qui ? A-t-elle demandé, sa voix rauque mais ferme. J'ai dégluti, cherchant mes mots. Je m'appelle Claire. Je suis l'épouse d'Antoine. Son visage s'est figé. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait refermer la porte, mais elle s'est contentée de me fixer, comme si elle cherchait à lire quelque chose dans mes yeux. Entrez, a-t-elle dit enfin, d'un ton sec. À l'intérieur, la maison sentait l'humidité et le bois vieilli. Le salon était encombré de meubles anciens, de photos encadrées, de bibelots poussiéreux. Je me suis assise sur un canapé usé, l'enveloppe du juriste toujours serrée contre moi. La femme s'est assise en face de moi, ses mains croisées sur ses genoux. Je suis Élodie, a-t-elle dit, et mon cœur a manqué un battement. Élodie. La femme de la lettre. Je suppose que vous êtes ici à cause de lui. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Elle a continué, sa voix tremblant légèrement. Antoine m'a abandonnée il y a 25 ans. J'étais sa femme, vous savez. Sa première femme. Le monde s'est écroulé autour de moi. Sa première femme ? Antoine ne m'avait jamais parlé d'un précédent mariage. 20 ans ensemble, et il avait gardé ce secret ? J'ai senti les larmes monter, mais je les ai ravalées, déterminée à comprendre. Pourquoi ne m'a-t-il rien dit ? Ai-je murmuré. Pourquoi vous a-t-il abandonné ? Élodie a ri, un rire amer. Abandonné ? C'est un mot gentil pour ce qu'il a fait. Antoine était jeune, ambitieux. Il voulait construire un empire, et j'étais un obstacle. Nous avions une fille, Camille. Quand il a découvert qu'il y avait une fraude dans son entreprise, une fraude qu'il avait couverte, il a décidé de tout effacer. Moi, Camille, notre vie. Il m'a laissé ici, dans cette maison, avec une promesse d'argent et un silence qu'il m'a fait jurer de garder. Une fille. Camille. La petite fille de la photo. J'ai senti mon estomac se nouer. Où est-elle ? Camille ? Comme si elle avait entendu son nom, une jeune femme est entrée dans la pièce. Elle devait avoir une trentaine d'années, grande, avec les mêmes yeux bleus qu'Élodie, mais un regard dur, presque haineux. C'est vous, Claire ? A-t-elle demandé, sa voix tranchante. La femme qui a pris ma place ? J'ai secoué la tête, désemparée. Je ne savais pas. Je ne savais rien de vous. Camille a croisé les bras, s'appuyant contre le mur. Bien sûr que vous ne saviez pas. Mon père est doué pour cacher la vérité. Il m'a abandonnée, moi aussi. Il a construit une nouvelle famille, une nouvelle vie, pendant que ma mère et moi vivions dans l'ombre. Ces mots étaient comme des coups de poignard. J'ai regardé Élodie, cherchant une confirmation, une explication. Pourquoi ne m'a-t-il rien dit ? Ai-je répété, ma voix brisée. Pourquoi maintenant ? Élodie a baissé les yeux. Parce que le passé le rattrape. Il y a des dettes, des secrets. Cette maison, elle n'est pas qu'une maison. Elle cache quelque chose. Quelque chose qu'Antoine veut récupérer, ou protéger. J'ai repensé aux documents, aux mentions d'un héritage. Quelque chose ? Quoi ? Avant qu'Élodie puisse répondre, Camille s'est avancée, ses yeux brillants de colère. Vous voulez savoir ? Allez demander à votre précieuse belle-mère, Marguerite. C'est elle qui tire les ficelles. Elle a toujours su pour nous. Marguerite. Bien sûr. Son comportement, ses regards, son insistance à me tenir à l'écart. Tout prenait sens. J'ai senti une rage nouvelle monter en moi, mêlée de chagrin. Antoine m'avait menti, pendant 20 ans. Il avait une autre famille, une autre vie, et il m'avait laissé dans l'ignorance, construisant notre mariage sur un mensonge. J'y suis rentrée à Paris le lendemain, le cœur lourd.
J'avais besoin de confronter Antoine, de lui faire dire la vérité. Je l'ai trouvé dans son bureau, comme toujours, entouré de ses dossiers. Il a levé les yeux en me voyant, et pour la première fois, j'ai vu de la peur dans son regard. Point. Tu es allé à Saint-Véran, a-t-il dit, plus une affirmation qu'une question. Point. Oui, ai-je répondu, ma voix tremblant de colère. J'ai rencontré Élodie. Et Camille. Ta fille. Comment as-tu pu me cacher ça, Antoine? Il a fermé les yeux, comme si mes mots le frappaient physiquement. Claire, je voulais te protéger. Me protéger, ai-je crié. Tu m'as humilié devant toute la famille. Tu m'as menti pendant 20 ans. Il s'est levé, s'approchant de moi. Écoute-moi. Oui, j'ai été mariée à Élodie. Oui, j'ai une fille. Mais c'était une erreur, une vie que j'ai laissée derrière moi. Je t'aime, Claire. Je t'ai toujours aimée. Alors pourquoi, ai-je demandé, les larmes roulant sur mes joues. Pourquoi cette rupture? Pourquoi maintenant? Il a hésité, puis a murmuré, parce que la maison à Saint-Véran, elle contient un héritage. Des œuvres d'art, cachées depuis des années. Marguerite veut les récupérer. Julien aussi. Et moi, je veux réparer ce que j'ai fait à Élodie et Camille. Un héritage. Des œuvres d'art. Tout cela semblait irréel, comme une intrigue sortie d'un roman. Mais les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. La rupture, la réunion familiale, les regards paniqués du juriste. Tout était lié à ce secret, à cet héritage que tout le monde semblait convoiter. Point. Et moi, dans tout ça, ai-je demandé, la voix brisée. Où est ma place? Antoine m'a regardé, et pour la première fois, j'ai vu du regret dans ses yeux. Je suis désolée, Claire. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Mais ces excuses ne suffisaient pas. Pas après ce que j'avais découvert. Pas après les années de mensonges. Je suis sortie du bureau, les jambes tremblantes, déterminée à ne pas me laisser briser. J'allais trouver la vérité, toute la vérité, et je protégerais mes enfants, quoi qu'il arrive. La révélation d'Élodie et de Camille m'avait laissé dans un état de choc, comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. Pendant 20 ans, j'avais cru connaître Antoine, l'homme que j'avais aimé, avec qui j'avais construit une famille. Mais il avait une autre vie, une autre femme, une autre fille, un passé qu'il avait soigneusement caché. Et maintenant, ce passé refaisait surface, menaçant de tout détruire. La maison à Saint-Véran, cet héritage mystérieux, les regards paniqués du juriste, tout pointait vers un secret plus grand, plus sombre, que je n'avais pas encore pleinement saisi. Mais une chose était claire, je ne pouvais plus me contenter d'attendre des réponses. Il était temps d'agir. Point de retour à Paris, je me sentais déchirée entre la rage et le chagrin. Chaque pas dans cette maison, où j'avais passé tant d'années, me rappelait les mensonges d'Antoine. Les murs semblaient murmurer ses secrets, et l'ombre de Marguerite planait comme une menace silencieuse. Mais je refusais de m'effondrer. Pas maintenant. Pas devant mes enfants, qui avaient besoin de moi plus que jamais. Louise était encore fragile, ses yeux rougis par les larmes, et Thomas, lui, semblait porter une colère qu'il ne savait pas exprimer. Ils méritaient la vérité, et je devais la leur donner, même si cela signifiait briser leur image de leur père. J'ai décidé de commencer par eux. Ce soir-là, je les ai réunis dans le salon, loin du bureau d'Antoine, loin de l'influence oppressante de Marguerite. Louise était assise sur le canapé, serrant un coussin contre elle comme un bouclier. Thomas, debout près de la fenêtre, évitait mon regard, ses poings serrés. L'atmosphère était lourde, presque irrespirable. Mes chéris, ai-je commencé, ma voix tremblante mais déterminée, il faut que je vous parle. Ce que votre père a fait, ce qu'il m'a dit, ce n'est pas toute l'histoire. Il y a des choses que vous devez savoir. Louise a levé les yeux, son visage pâle. C'est à cause de moi, n'est-ce pas? Il ne veut plus de nous. Non, ma chérie, ai-je répondu, m'asseyant à côté d'elle et prenant sa main. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est la faute de personne. Votre père, il a une autre fille. Une fille d'un premier mariage, avant moi. Elle s'appelle Camille. Thomas s'est retourné brusquement, ses yeux flamboyants de colère. Une autre fille? Tu plaisantes?
J'ai secoué la tête, les larmes menaçant de couler. Non, Thomas. J'ai rencontré sa mère, Élodie, à Saint-Véran. Votre père a été marié avant moi, et il me l'a caché. Pendant toutes ces années. Louise a éclaté en sanglots, enfouissant son visage dans le coussin. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il nous a menti? Je l'ai serré dans mes bras, luttant pour garder mon calme. Je ne sais pas, ma chérie. Mais je vais le découvrir. Et je vais m'assurer que vous soyez protégés, quoi qu'il arrive. Thomas, lui, était hors de lui. Je savais qu'il cachait quelque chose, a-t-il crié, frappant le mur du poing. Il m'a dit, il y a des mois, qu'il y avait des complications dans ses affaires. Je pensais que c'était juste l'argent, mais ça, une autre famille? Ces mots m'ont frappé. Tu savais quelque chose? Ai-je demandé, le cœur battant. Thomas, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a baissé les yeux, comme s'il regrettait d'avoir parlé. Pas grand-chose. Juste qu'il avait des dettes, des trucs à régler. Il m'a demandé de ne rien te dire. J'ai senti une nouvelle vague de trahison. Même mon fils, mon propre fils, avait été entraîné dans les secrets d'Antoine. Mais je ne pouvais pas lui en vouloir. Il était jeune, manipulé par son père. D'accord, ai-je dit doucement. Merci de me l'avoir dit, Thomas. Maintenant, on va affronter ça ensemble. Après avoir consolé Louise et promis à Thomas que nous parlerions plus tard, j'ai su que je devais confronter Marguerite. Elle était au centre de tout, j'en étais certaine. Ses regards, ses silences, son attitude lors de la réunion familiale tout indiquait qu'elle savait pour Élodie, pour Camille, pour l'héritage. Je l'ai trouvée dans son bureau, une petite pièce à l'étage où elle passait ses journées à gérer les affaires de la famille, comme une reine surveillant son royaume. Marguerite, ai-je dit en entrant sans frapper, il faut qu'on parle. Elle a levé les yeux de son carnet, ses lunettes perchées sur le bout de son nez. Claire, je suis occupée. Si c'est encore une de tes scènes, je n'ai pas le temps. Une scène, ai-je rétorqué, ma voix tremblant de colère. Vous saviez pour Élodie, n'est-ce pas? Pour Camille? Vous saviez tout, et vous m'avez laissé dans l'ignorance. Elle a reposé son stylo, son regard glacial fixé sur moi. Et alors? Ce n'était pas à moi de te le dire. Antoine a fait des choix, et tu dois les accepter. Les accepter, ai-je crié. Vous avez orchestré cette réunion, Marguerite. Vous avez voulu m'humilier, me pousser dehors. Pourquoi? À cause de l'héritage? Des œuvres d'art cachées à Saint-Véran? Pour la première fois, j'ai vu une lueur de surprise dans ses yeux. Elle s'est levée, s'approchant de moi. Tu es plus maligne que je ne le pensais, a-t-elle dit, sa voix basse. Oui, il y a un héritage. Des tableaux, des sculptures, une fortune que mon mari a cachée avant sa mort. Antoine voulait les récupérer pour régler ses dettes, mais il savait que cela signifiait rouvrir le passé. Et vous, ai-je demandé, la gorge serrée. Quel est votre rôle là-dedans? Elle a souri, un sourire cruel. Mon rôle est de protéger cette famille, Claire. Tu n'as jamais été à la hauteur. Tu n'es pas une de nous. Ces mots m'ont frappé comme une gifle, mais ils ont aussi rallumé une flamme en moi. Vous avez tort, ai-je dit, ma voix ferme. Cette famille, c'est aussi la mienne. Louise et Thomas sont mes enfants, et je me battrai pour eux. Je suis sortie de la pièce, le cœur battant, mais plus déterminée que jamais. Marguerite pouvait essayer de me briser, mais je ne la laisserai pas faire. Il était temps de reprendre le contrôle. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec Maître Dubois. Cette fois, je n'allais pas me contenter d'une enveloppe scellée et de réponses évasives. En entrant dans son bureau, j'ai vu la même nervosité dans ses yeux, mais je n'avais plus peur. Monsieur Dubois, ai-je dit, posant l'enveloppe sur son bureau, je veux tout savoir. L'héritage, les dettes d'Antoine, tout. Il a ajusté ses lunettes, mal à l'aise. Madame, c'est compliqué. Les œuvres d'art à Saint-Véran valent des millions, mais elles sont liées à des transactions illégales du passé. Antoine veut les vendre pour éponger ses dettes, mais cela nécessite votre accord, en tant qu'épouse. Mon accord, ai-je répété, surprise. Pourquoi? Parce que la propriété est à vos deux noms,
a-t-il expliqué. Si vous refusez de signer, Antoine ne pourra pas accéder à l'héritage. C'était un choc. Pour la première fois, j'avais du pouvoir. Antoine avait besoin de moi, et Marguerite le savait. C'est pourquoi elle avait poussé pour la rupture, pour m'écarter. J'ai senti une vague de détermination m'envahir. Je ne signerai rien, ai-je dit. Pas tant que je n'aurai pas toutes les réponses. Et je veux que l'héritage profite à mes enfants, pas à Antoine ou à Marguerite. Maître Dubois a hoché la tête, visiblement impressionné. Je vais préparer les documents nécessaires. Mais soyez prudente. Marguerite, elle ne lâchera pas facilement. En rentrant, j'ai trouvé Antoine dans le salon, l'air fatigué. Il m'a regardé, et pour la première fois, j'ai vu un homme brisé, loin de l'entrepreneur sûr de lui que j'avais épousé. Claire, je t'en supplie, a-t-il dit, signe les documents. C'est la seule façon de sauver l'entreprise, de protéger Louise et Thomas. Protéger, ai-je rétorqué, ma voix tremblant de colère. Tu as menti, Antoine. Tu as une autre fille, une autre vie. Comment puis-je te faire confiance? Il s'est approché, les mains tendues. Je sais que j'ai fait des erreurs. Mais je veux réparer. Pour Camille, pour Élodie, pour nous. Il n'y a plus de « nous », ai-je dit, les larmes aux yeux. Je vais divorcer, Antoine. Et je vais m'assurer que l'héritage revienne à Louise et Thomas. Il a blêmi, mais n'a rien répondu. À cet instant, j'ai su que j'avais pris la bonne décision. Pour la première fois depuis des semaines, je me sentais forte, prête à affronter ce qui viendrait. Marguerite pouvait comploter, Antoine pouvait supplier, mais je ne me laisserai plus manipuler. Ce soir-là, Julien est venu me voir. Il avait l'air épuisé, comme s'il portait lui aussi le poids des secrets. « Claire, je dois t'avouer quelque chose », a-t-il dit, évitant mon regard. J'ai toujours su pour Élodie et Camille. Antoine m'avait fait jurer de ne rien dire. Et Marguerite, elle m'a manipulé pour que je garde le silence. J'ai senti une nouvelle vague de trahison, mais je n'avais plus la force de m'énerver. Pourquoi, Julien? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Parce que j'avais peur, a-t-il admis. Peur de détruire la famille. Peur de te perdre. Ces mots m'ont touché, mais je ne pouvais pas lui pardonner. Pas encore. Je vais me battre, Julien, ai-je dit. Pour mes enfants, pour moi. Si tu veux m'aider, sois honnête à partir de maintenant. Il a hoché la tête, les yeux brillants. Je te le promets. En me couchant ce soir-là, j'ai senti un poids se lever. J'avais fait un choix, divorcer, protéger l'héritage pour mes enfants, et reprendre ma vie en main. Le chemin serait difficile, mais j'étais prête. Les secrets d'Antoine m'avaient brisée, mais il m'avait aussi donné une force que je ne soupçonnais pas. Et je savais que, quoi qu'il arrive, je ne serais plus jamais la femme naïve qui avait cru en un mariage parfait. Quelques mois ont passé depuis cette confrontation dans le bureau d'Antoine, depuis les révélations bouleversantes à Saint-Véran, depuis ma décision de divorcer et de protéger l'héritage pour mes enfants. Ces mois ont été un tourbillon d'émotions, colère, tristesse, peur, mais aussi, peu à peu, une lueur d'espoir. Je me souviens encore du moment où j'ai quitté la maison familiale, mes valises à la main, Louise et Thomas à mes côtés. Ce n'était pas facile de laisser derrière moi 20 ans de souvenirs, mais chaque pas m'éloignait d'une vie bâtie sur des mensonges et me rapprochait de celle que je voulais construire. Nous nous sommes installés dans un petit appartement en périphérie de Paris, un endroit modeste mais chaleureux, avec des fenêtres donnant sur un parc où les enfants jouaient le week-end. Les premières semaines ont été difficiles. Louise pleurait souvent, se demandant pourquoi notre famille s'était brisée. Thomas, lui, oscillait entre colère et silence, refusant de parler d'Antoine. Mais petit à petit, nous avons trouvé un nouveau rythme. J'ai repris mon travail de restauratrice d'art, passant des heures dans mon atelier à redonner vie à des tableaux abîmés. Chaque coup de pinceau, chaque fissure que je réparais, me rappelait ma propre résilience. Les tableaux, comme moi, portaient des blessures, mais ils pouvaient encore briller. Un soir, alors que je préparais le dîner dans notre petite cuisine, Louise est entrée, un carnet de croquis à la main. Elle avait repris le dessin, et ses esquisses étaient plus lumineuses, pleines de couleurs qu'elle n'utilisait plus depuis longtemps. Elle s'est assise à la table, hésitante, avant de parler.
Maman, tu penses qu'on ira bien? A-t-elle demandé, sa voix douce mais teintée d'inquiétude. J'ai posé mon couteau et me suis tournée vers elle, souriant malgré la boule dans ma gorge. Oui, ma chérie. On ira bien. On est ensemble, et c'est tout ce qui compte. Elle a hoché la tête, puis m'a montré son carnet. J'ai dessiné quelque chose pour toi. C'était un portrait de nous trois, Louise, Thomas et moi, dans un jardin, riant sous un ciel étoilé. Les larmes me sont montées aux yeux. C'est magnifique, Louise. Merci. Ce moment, simple mais précieux, a marqué un tournant. Louise commençait à guérir, à retrouver sa lumière. Thomas, lui, restait plus distant, mais il y avait des progrès. Un soir, il est rentré plus tôt que d'habitude et m'a surprise dans l'atelier, en train de travailler sur un tableau-point. « Tu travailles tard », a-t-il dit, s'appuyant contre le chambranle de la porte-point. J'ai souri, essuyant une tache de peinture sur mes doigts. « Ça me fait du bien. »« Et toi, comment vas-tu » Il a haussé les épaules, mais pour la première fois, il n'a pas détourné le regard. « Je suis toujours en colère contre papa. Mais, je ne veux pas que tu penses que je t'en veux à toi. » Ces mots m'ont touché plus que je ne pouvais l'exprimer. « Thomas, je sais que c'est dur. Mais on va s'en sortir. On est une équipe, d'accord ?» Il a hoché la tête, un sourire timide aux lèvres. « D'accord. » Ces petites victoires, ces moments de connexion avec mes enfants, étaient comme des éclats de lumière dans l'obscurité. Mais il y avait encore une ombre à affronter, Camille, la fille d'Antoine. Depuis ma visite à Saint-Véran, je n'avais pas eu de nouvelles d'elle ni d'Élodie. Une partie de moi voulait laisser cette histoire derrière moi, mais une autre savait que je devais faire face à cette vérité, pour moi et pour mes enfants. Un après-midi, alors que je sortais de l'atelier, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. « Claire, c'est Camille. Je voudrais vous parler. Pouvez-vous venir à Saint-Véran ?» Mon cœur s'est serré. Étais-je prête à la revoir, à affronter la douleur de cette autre vie d'Antoine? Mais je savais que je ne pouvais pas fuir. J'ai répondu que je viendrais le week-end suivant. Le trajet jusqu'à Saint-Véran m'a ramené à ce jour où j'avais découvert Élodie et Camille, où ma vie avait basculé. La maison était toujours là, délabrée mais étrangement familière. Camille m'a accueilli à la porte, son visage moins dur que la dernière fois, mais toujours marqué par une méfiance instinctive. « Merci d'être venue », a-t-elle dit, m'invitant à entrer. Élodie était absente, ce qui rendait la rencontre un peu moins pesante. Nous nous sommes assises dans le salon, et un silence gêné s'est installé. « Pourquoi vouliez-vous me voir » ai-je demandé, brisant la tension. Camille a baissé les yeux, jouant avec une mèche de ses cheveux. Je voulais m'excuser. La dernière fois, j'ai été dure avec vous. Je vous en voulais, mais ce n'était pas juste. Vous ne saviez pas pour moi, pour ma mère. J'ai été surprise par sa franchise. Camille, je ne vous en veux pas. Je ne peux même pas imaginer ce que vous avez vécu. Elle a hoché la tête, les larmes brillant dans ses yeux. Mon père, il nous a abandonnés. Mais il m'a contacté récemment. Il veut se racheter, m'aider avec mes études, avec la maison. Je ne sais pas si je peux lui faire confiance, mais je voulais que vous sachiez que je ne veux pas prendre votre place, ni celle de vos enfants. Ces mots m'ont bouleversée. Pendant si longtemps, j'avais vu Camille comme une menace, une preuve des mensonges d'Antoine. Mais face à elle, je ne voyais qu'une jeune femme blessée, cherchant sa place dans un monde qui l'avait rejetée. « Merci, Camille », ai-je dit doucement. « Peut-être qu'un jour, on pourra apprendre à se connaître. Pas comme ennemis, mais comme des gens qui partagent une histoire compliquée. » Elle a souri, un sourire fragile mais sincère. « J'aimerais ça. » En quittant Saint-Véran, j'ai senti un poids se lever. Cette rencontre, aussi difficile soit-elle, m'avait libérée d'une partie de ma colère. Camille n'était pas mon ennemie. Elle était une victime, tout comme moi. Et pour la première fois, j'ai commencé à envisager un avenir où je pourrais pardonner pas à Antoine, pas encore, mais à moi-même, pour ne pas avoir vu la vérité plus tôt. Des retours à Paris, une surprise m'attendait. Une lettre, glissée sous la porte de l'appartement, écrite de la main de Julien. « Claire, commençait-elle, je ne peux plus vivre dans l'ombre de cette famille. J'ai décidé de partir, de recommencer ailleurs.
Je suis désolée pour tout ce que je n'ai pas dit, pour les secrets que j'ai gardés. Tu es plus forte que nous tous. Prends soin de toi. La lettre m'a laissé un goût doux amer. Julien avait été mon allié, mais aussi un complice des silences d'Antoine. Son départ marquait la fin d'une époque, mais aussi le début d'une nouvelle liberté. J'ai plié la lettre et l'ai rangée dans une boîte, avec les souvenirs que je choisissais de garder. Les semaines suivantes, j'ai plongé dans mon travail. J'ai décroché un contrat pour restaurer une série de tableaux pour une petite galerie parisienne, un projet qui me passionnait. Chaque jour, je me levais avec un but, une raison de continuer. Mes enfants, eux aussi, trouvaient leur chemin. Louise parlait d'intégrer une école d'art, et Thomas envisageait de reprendre ses études après une pause. Nous étions loin d'être parfaits, mais nous étions ensemble, et cela suffisait. Un soir, alors que je peignais avec Louise dans le salon, elle m'a regardée avec un sourire timide. « Maman, tu es différente maintenant. Plus libre. » J'ai ri, touchée par ces mots. Peut-être, ma chérie. Peut-être que j'ai enfin appris à être moi. Ce moment, baigné par la lumière douce d'une lampe et le rire de ma fille, était un symbole de notre nouveau départ. La douleur était toujours là, tapie dans un coin de mon cœur, mais elle ne me définissait plus. J'avais traversé la trahison, les secrets, l'humiliation, et j'en étais sortie plus forte. J'avais appris que la famille, ce n'était pas seulement celle qu'on nous donnait, mais celle qu'on choisissait de construire. En repensant à tout cela, je me rends compte que cette épreuve m'a transformée. J'ai perdu un mariage, une maison, une illusion. Mais j'ai gagné quelque chose de bien plus précieux, ma voix, ma force, ma vérité. Mes enfants et moi, nous sommes devenus une équipe, imparfaite mais unie. Et même Camille, d'une certaine manière, faisait partie de cette histoire, une histoire que nous écrivions ensemble, pas à PAS. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Le divorce est toujours en cours, et l'héritage reste un sujet épineux. Les avocats de Marguerite continuent de se battre, mais je tiens bon pour Louise et Thomas. Pourtant, au milieu de tout cela, j'ai trouvé une paix intérieure que je n'avais jamais connue. Chaque jour est une nouvelle chance de me redécouvrir, de construire une vie qui me ressemble. Alors, à vous qui m'écoutez, je veux dire ceci, même dans les moments les plus sombres, il y a de l'espoir. Les trahisons, les secrets, les chagrins, ils ne vous définissent pas. Ce qui vous définit, c'est la façon dont vous vous relevez, dont vous choisissez de continuer. Moi, j'ai choisi de vivre, pour mes enfants, pour moi. Et je sais que vous pouvez le faire aussi. Assise à la petite table de mon appartement, un rayon de soleil filtrant à travers les rideaux, je tiens un stylo entre mes doigts, prête à écrire. Devant moi, une feuille blanche, un espace vierge pour poser des mots que je n'ai jamais osé dire à haute voix. C'est une lettre, pas pour quelqu'un d'autre, mais pour moi, pour la Claire d'il y a un an, celle qui vivait dans une grande maison bourgeoise, qui croyait encore en un mariage parfait, qui ignorait les secrets enfouis sous les sourires d'Antoine. Cette Claire-là, naïve, confiante, pleine d'espoir mais aussi de doute qu'elle enfouissait au fond de son cœur, mérite de savoir ce que j'ai appris, ce que j'ai traversé, et comment j'ai survécu. Chère Claire, si tu lis ceci, c'est que tu es encore dans cette maison, entourée des murs qui te semblent à la fois un refuge et une prison. Tu te réveilles chaque matin avec une boule dans l'estomac, te demandant pourquoi Antoine est si distant, pourquoi Marguerite te regarde avec mépris, pourquoi tes enfants semblent s'éloigner. Tu te reproches de ne pas être assez, de ne pas voir les signes, de ne pas poser les bonnes questions. Mais laisse-moi te dire une chose, ce n'est pas ta faute. Les mensonges d'Antoine, les secrets de cette famille, ils ne sont pas le reflet de ta valeur. Ils sont le poids d'un passé que tu n'as pas choisi. Il y a un an, lorsqu'Antoine t'a convoqué dans son bureau pour annoncer votre rupture devant toute la famille, tu as cru que ton monde s'effondrait. L'humiliation, la douleur, la confusion, tout cela t'a submergé, comme une vague que tu ne pouvais pas arrêter. Mais tu as tenu bon, Claire. Tu as trouvé la force de chercher la vérité, de confronter les ombres du passé d'Antoine, de découvrir Élodie et Camille, et de te battre pour tes enfants. Tu as affronté Marguerite, cette femme qui voulait te briser, et tu as refusé de céder à ses manipulations. Tu as pris une décision radicale, divorcer, quitter la maison, protéger l'héritage pour Louise et Thomas. Et dans ce choix, tu as retrouvé ta voie. Aujourd'hui, je veux te parler de l'autre côté de cette épreuve, de la lumière que tu ne peux pas encore voir. La vie que je mène maintenant,
dans cet appartement modeste, est loin de celle que tu imaginais. Les plafonds ne sont pas ornés de moulures, le jardin n'est qu'un petit parc en bas de l'immeuble, et les soirées ne sont plus remplies de réceptions élégantes. Mais il y a une chaleur ici, une vérité que je n'avais jamais connue dans la grande maison. Louise dessine à nouveau, ses croquis pleins de couleurs et de rêves. Thomas s'ouvre peu à peu, partageant ses projets d'avenir avec une timidité qui me rappelle l'enfant qu'il était. Et moi, je me redécouvre, jour après jour, à travers mon travail, mes passions, et les petits moments qui font une vie. Hier, j'ai passé l'après-midi à l'atelier, à restaurer un tableau du 19e siècle, une scène de campagne avec des champs dorés et un ciel d'azur. En grattant les couches de vernis abîmées, j'ai pensé à toi, Claire. À toutes les couches de doute, de peur, de culpabilité que tu portes. Ce tableau, avec ses fissures et ses blessures, était encore magnifique une fois restauré. Et toi aussi, tu es magnifique, même avec tes cicatrices. Chaque épreuve que tu as traversée, la trahison d'Antoine, les secrets d'Élodie et Camille, les manipulations de Marguerite t'a rendue plus forte, plus vraie. Un matin, alors que je prenais un café avec une collègue, Sophie, une femme que j'ai rencontrée à la galerie où je travaille, elle m'a posé une question qui m'a fait réfléchir. Nous étions assises dans un petit café près de l'atelier, entourées par l'odeur des croissants chauds et le bruit des conversations. Sophie, avec son rire communicatif et ses cheveux roux en bataille, est devenue une amie inattendue, quelqu'un qui m'écoute sans juger. Claire, qu'est-ce qui t'a changé, m'a-t-elle demandé, en remuant son thé. Tu parles de cette année comme si c'était une tempête, mais tu es tellement vivante maintenant. J'ai souri, cherchant mes mots. Je crois que c'est parce que j'ai arrêté de chercher l'approbation des autres. Pendant longtemps, je vivais pour Antoine, pour Marguerite, pour l'idée d'une famille parfaite. Mais quand tout s'est effondré, j'ai dû apprendre à vivre pour moi. Elle a hoché la tête, impressionnée. C'est courageux, tu sais. Beaucoup de gens auraient baissé les bras. Ces mots m'ont touchée. Courageuse. Ce n'était pas un mot que j'aurais utilisé pour me décrire il y a un an. Mais aujourd'hui, je le ressens. Chaque décision, quitter la maison, affronter Antoine, protéger l'héritage pour mes enfants était un acte de courage. Et ce courage, je l'ai trouvé en moi, dans les moments où je pensais être au bout de mes forces. Il y a quelques semaines, j'ai organisé une petite sortie avec Louise et Thomas, une journée au bord de la Seine. Nous avons marché, ri, mangé des glaces malgré l'automne frisquet. À un moment, Louise s'est arrêtée pour dessiner un bateau qui passait, et Thomas m'a pris la main, un geste qu'il n'avait pas fait depuis des années. Maman, je suis désolée, m'a-t-il dit, sa voix basse. J'ai été dure avec toi, ces derniers temps. J'avais tellement de colère, contre papa, contre tout. J'ai serré sa main, les larmes aux yeux. Tu n'as pas à t'excuser, Thomas. On a tous été blessés. Mais on va de l'avant, ensemble. Il a souri, un vrai sourire, et ce moment m'a rempli d'espoir. Mes enfants, malgré la douleur, trouvaient leur chemin. Louise parlait d'intégrer une école d'art, et Thomas envisageait de reprendre ses études d'ingénieur. Ils n'étaient pas indemnes, mais ils étaient résilients, quand même au et puis, il y a eu Camille. Après notre rencontre à Saint-Véran, nous avons échangé quelques messages, prudents, presque hésitants. Elle m'a écrit un jour pour me dire qu'elle avait commencé à parler à Antoine, qu'il essayait de se racheter auprès d'elle. Je ne sais pas si je pourrai un jour pardonner à Antoine, mais je suis heureuse que Camille trouve une forme de paix. Elle m'a invitée à revenir à Saint-Véran, et même si je n'ai pas encore accepté, l'idée ne me semble plus aussi effrayante. Peut-être qu'un jour, nous pourrons construire une relation, pas comme une famille, mais comme deux femmes qui partagent une histoire compliquée. L'héritage, cette fortune cachée dans la maison de Saint-Véran, reste un sujet en suspens. Les avocats de Marguerite continuent de se battre, mais Maître Dubois m'a assuré que Louise et Thomas auront leur part. J'ai refusé de signer quoi que ce soit qui pourrait profiter à Antoine ou à Marguerite. Cette bataille juridique est épuisante, mais je tiens bon, pour mes enfants. Ils méritent un avenir, pas les miettes d'un passé corrompu. Mon travail, lui, est devenu mon refuge. J'ai décroché un projet d'exposition pour la galerie, où plusieurs de mes restaurations seront présentées. L'idée de voir mon nom, Claire, affiché sur un mur, me remplit d'une fierté que je n'avais jamais ressentie dans la maison d'Antoine. Chaque tableau que je restaure est une métaphore de ma propre reconstruction.
Les fissures, les couleurs fanées, les blessures du temps, tout cela peut être réparé, transformé en quelque chose de beau. Ce soir, en écrivant cette lettre, je regarde par la fenêtre. Le parc est calme, baigné par la lumière douce du crépuscule. Louise est dans sa chambre, écoutant de la musique, et Thomas est sorti avec des amis, un sourire sur le visage. Moi, je suis ici, avec mes pensées, mes souvenirs, et une paix que je n'aurais jamais cru possible il y a un an. J'ai appris à me pardonner, Claire. À pardonner à la femme qui voulait croire en un amour parfait, qui ignorait les signes, qui se laissait écraser par les attentes des autres. Cette femme n'existe plus, mais elle m'a mené jusqu'ici, jusqu'à cette version de moi que j'aime enfin. Alors, à toi qui m'écoutes, toi qui regardes cette vidéo sur Histoire de tous les jours, je veux dire ceci, si tu traverses une trahison, un chagrin, un moment où tout semble s'effondrer, sache que tu es plus forte que tu ne le penses. Les blessures ne vous définissent pas. Ce qui vous définit, c'est la façon dont vous vous relevez, dont vous choisissez de continuer. Moi, j'ai choisi de vivre, pour mes enfants, pour moi, pour les rêves que je n'avais jamais osé poursuivre. Et je sais que tu peux le faire aussi. En regardant le tableau que je restaure en ce moment, je vois ses fissures, mais je vois aussi sa beauté. Comme moi. Comme nous tous. Les cicatrices racontent une histoire, mais elles ne sont pas la fin. Elles sont le début d'une nouvelle page, d'une nouvelle vie. Merci d'avoir suivi mon histoire. Si elle vous a touché, si elle vous a inspiré, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne Histoire de tous les jours. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos, car chaque histoire est une leçon, un espoir, une lumière dans l'obscurité. Partagez vos pensées dans les commentaires, racontez-nous vos propres expériences. Ensemble, nous pouvons nous soutenir, nous relever, et écrire la suite. À bientôt.